Bienvenue pour ce troisième épisode de webinaire consacré au projet Allonge qui porte sur la longévité des vaches laitières. Donc ce troisième épisode s'intitule Longévité des vaches laitières, vieillir plus pour gagner plus avec un point d'interrogation. Donc j'imagine que vous l'aurez compris, bien, on va parler de longévité et de performance économique en fonction de la longévité. Le webinaire est enregistré, donc pour ceux qui arriveraient en retard ou qui souhaiteraient revisionner le webinaire, vous pourrez y accéder d'ici quelques jours. Et donc au programme cette deuxième partie de matinée, donc je me chargerai d'une petite introduction. Donc moi c'est Julien Jurquet, je travaille à l'Institut de l'élevage au service production laitière et je suis en charge du pilotage du projet Allonge. La deuxième petite partie du programme portera plutôt sur des points méthodaux qui permettront de clarifier comment nous avons travaillé pour cette approche économique avec Franck Lavédrine de l'Institut de l'élevage et Vincent Lefer d'Eliance. La troisième partie sera présentée par Chris Osé d'Eliance. Le titre, c'est « Combien faut-il de lactation pour qu'une vache soit rentable ?» Donc là, cette partie portera plutôt sur une approche à l'échelle des individus. Et puis, la quatrième étape de nos présentations sera réalisée par Franck Lavédrine de l'Institut de l'élevage. Et cette fois-ci, portera plutôt sur une approche à l'échelle des troupeaux. Et donc, le titre de cette présentation sera « À l'échelle de l'élevage, est-ce que la longévité paye ?» Et puis, en dernière partie, nous ferons une synthèse, une conclusion de ces différentes approches. On prévoira un petit temps de questions de 5 minutes à l'issue de la présentation de Chris. L'idée sera plutôt d'aborder des questions de compréhension et on ménagera un temps plus important de questions à la fin de la synthèse et de la conclusion de façon à ce que vous ayez à l'esprit la totalité des approches on va dire, qui se complètent bien l'une et l'autre. En guise d'introduction, quelques mots qui sont peut-être des rappels si vous avez suivi les précédents webinaires. Donc, le projet Allonge, c'est un projet France Agrimaire financé par le fonds CASDAR du ministère de l'Agriculture et de la Souveraineté Alimentaire. L'objectif général du projet, c'est d'améliorer la longévité des vaches laitières. On a un site web que vous avez à l'écran, www.longévité-vache-laitière.fr. Site sur lequel vous pouvez retrouver à la fois les répliques des précédents webinaires, bientôt celui-ci, mais aussi toutes les productions déjà réalisées dans le projet et puis celles qui le seront. Ce projet arrive dans ces 6 derniers mois. Il se terminera en mars et donc d'ici mars, nous aurons l'occasion d'abonder le site web avec les derniers travaux et productions faites dans le projet. Quelques points d'introduction et de contexte par rapport au sujet du jour. Quand on s'intéresse à longévité et puis performance économique, globalement, on retrouve un peu dans les travaux qui sont réalisés en particulier à l'étranger, 2 types d'approches. La première, c'est une approche plutôt à l'échelle individuelle, c'est-à-dire à l'échelle de l'animal, de la vache. Dans ce type d'approche, souvent, les critères qui sont étudiés sont des notions de délai de remboursement des frais d'élevage de la génisse. Au bout de combien de temps, finalement, l'animal a remboursé ses coûts générés pour la phase génisse. On retrouve des notions de marge aussi à l'animal et aussi des notions qui visent plutôt à essayer de déterminer le nombre de lactations qu'il faudrait faire d'un point de vue économique et qui serait un peu l'optimum. En complément de ces approches plutôt individuelles, on retrouve des approches plutôt à l'échelle de l'élevage ou de l'exploitation. Dans ces approches, la longévité est plutôt associée à des notions de marge brute de l'atelier laitier. On peut également retrouver des associations avec des notions de prix de revient du litre de lait ou encore, bien sûr, des approches où on étudie plutôt l'excédent brut d'exploitation. Alors,
À l'échelle de la bibliographie, on a de nombreux travaux, notamment à l'étranger, sur ces approches individuelles, économie, enfin, le lien entre la longévité et les performances économiques des vaches laitières, plutôt à l'échelle de l'individu. Les Canadiens, notamment au Québec, ont beaucoup travaillé sur ces approches-là. Vous avez à l'écran donc des histogrammes bleus, une répartition des âges auxquels l'animal a remboursé ses frais d'élevage des génisses. Donc ici, ils appellent ça âge de rentabilité. Bon, c'est de rentabilité zéro, en fait, c'est qu'on a atteint le point d'équilibre chez les Holstein nés en 2012, et on voit qu'en moyenne, l'âge auquel les Holstein nés en 2012 au Canada ont remboursé leurs frais d'élevage, enfin tous leurs frais générés depuis la naissance, c'est 42 mois, et traduit en lactation, c'est à peu près 2 lactations, mais on voit aussi qu'il y a pas mal de variabilité pour ces âges de rentabilité, en tout cas dans le jargon canadien. À droite, vous avez des courbes qui reprennent un peu, c'est la suite de ces travaux-là, qui reprennent donc sous forme de trois courbes qui rassemblent pour la bleue claire les animaux qui ont un délai de remboursement des frais d'élevage assez long, et en bleu foncé ceux qui au contraire ont un délai de remboursement assez court. Eh bien, vous avez le profit par animal qui est généré avec des vagues qui sont liées finalement au cycle de lactation et de tarissement. Donc on voit que eh bien, les profits générés selon les catégories d'animaux vont de quelques milliers d'euros à plus de dollars, à plus de 10 000 dollars. Bon, ça, c'est des travaux faits dans le contexte canadien, qui est sans doute assez différent du nôtre. D'autres travaux ont été faits aux États-Unis, aux Pays-Bas ou encore au Royaume-Uni, qui également situent à peu près au même niveau le nombre de lactations qu'il faut pour rembourser ces frais d'élevage de génisses, à savoir entre 1,5 et 2 lactations dans ces contextes-là. Et en France, finalement, jusqu'à présent, on avait assez peu de travaux avec des approches similaires, et donc sans trahir ce qui sera dit tout à l'heure, c'est des choses qui ont été travaillées dans le projet Allonge et qui vont vous être présentées juste après. À l'échelle des élevages, ben, cette fois-ci, les travaux réalisés en particulier à l'étranger sont beaucoup moins nombreux. Alors moins nombreux probablement parce que c'est sans doute plus délicat à aborder. J'ai repéré, alors là encore, c'est pas exhaustif, mais j'ai repéré deux publications assez récentes. Une faite par des équipes des Pays-Bas, qui ne montrent pas d'effet de la durée de vie ou de la durée de vie productive sur la marge brute de l'atelier lait. Et puis, des travaux réalisés cette fois-ci en Suède en 2023, eux mettent plutôt en évidence une réponse en U de la marge brute sous l'effet de la durée de vie productive, c'est-à-dire que la marge brute est améliorée avec la durée de vie productive dans un premier temps, puis au-delà d'une certaine durée de vie productive, elle tendrait à décroître un petit peu. Donc on voit que autant sur l'aspect individuel, on a un certain consensus sur voilà, des délais de remboursement de frais d'élevage des génisses et la construction du profit à l'échelle individuelle. Autant sur l'échelle élevage, le consensus n'est pas là, et puis en plus, le nombre d'études est beaucoup plus frustre. Et donc, c'est ce qu'on a, nous, essayé de travailler également dans le volet approche élevage qui va être présenté par Franck juste après. Donc, je vais maintenant laisser la parole à mes collègues qui vont pouvoir vous présenter un peu des aspects méthodaux, et ensuite on enchaînera sur la valorisation des travaux à l'échelle individuelle. Eh ben, merci Julien. Bonjour à tous. Donc effectivement, on va vous présenter des aspects méthodologiques d'abord sur EFICO et ensuite sur Inosis. Donc moi, je suis Vincent Leclerc, je suis responsable du Data Lab pour Alliance. Donc Alliance, qui est la Fédération nationale des entreprises de conseil et services en élevage, et le Data Lab, qui est le service d'Alliance qui s'occupe de valoriser les données mutualisées de ces sociétés. Et justement, dans le cadre de du travail du Data Lab, depuis 2019, on travaille avec les experts économiques de notre réseau
Et on a créé un outil qui s'appelle Effico, qui a pour objectif d'identifier les animaux qui sont le plus ou moins efficients dans leur troupeau. Et pour ça, on combine plusieurs facteurs. Donc vous les voyez là, mais je les redétaillerai par la suite. Plusieurs facteurs qui sont soit liés au contrôle de performance laitier, soit liés aux saisies qui seront réalisées par les utilisateurs sur l'outil Effico. Donc on combine les éléments autour du lait, sur le prix des réformes des animaux, les éléments autour de la vente des veaux, des éléments aussi autour de la prime pack, et du côté des charges, les coûts d'élevage génisse, le coût d'une délactation et la partie charge de structure. Plus concrètement, je vous le disais, on a deux types de données. Les données qui sont directement issues du contrôle de performance. Donc, vous allez pouvoir retrouver le lait, les taux, les dates de vélage, la durée de vie des animaux, les différents événements sanitaires et repros, et puis la date de réforme avec si l'animal a été engraissé ou non. Donc ça, c'est toutes les données qu'on récupère automatiquement des contrôles de performance. Et en arrivant sur Effico, l'utilisateur saisit tout un tas de données. Ces données, nous, qu'on a du coup automatiquement saisies, donc je vous expliquerai après comment on a fait ça. Donc des données qui complètent les contrôles performance, donc le prix du lait, la valorisation des taux, le coût de la ration, le prix de vente des veaux, le prix de vente des vaches et les charges de structure. Nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a étudié ces éléments sur un paquet d'élevages, donc on n'a pas repassé tous les élevages dans l'outil Effico, on a juste utilisé le moteur de calcul. Et du coup, on a paramétré toute la zone que vous voyez, les données saisies, en échangeant avec Franck sur les données Inosis, du coup, pour partie, pour pouvoir caractériser les prix du lait, enfin, les différents coûts de ration, etc. Et puis, on a adapté ces paramètres-là aux différentes races, aux différents systèmes d'alimentation, donc qu'on a caractérisé via l'Observatoire de l'alimentation Résalim, qui fait aussi partie d'Eliance, en fonction des zones géographiques et en fonction de si ces zones géographiques étaient dans des zones AOP ou des zones plutôt conventionnelles. Donc, comment fonctionne Effico? Effico, et ce qu'on a utilisé, nous, c'est le bilan carrière d'Effico. Donc, il va faire le total des produits et moins le total des charges. Et donc, en fait, on a toute la vie de l'animal avec ces différents événements, donc ces différentes IA, ces différents vélages, et aussi ces différents événements sanitaires. Et puis, tout au long de ce calcul-là, on va aussi calculer des bilans que vous verrez au fil de la présentation. Donc, des bilans intermédiaires, donc le bilan des veaux vendus, le bilan, tout ce qui est autour du lait et de la qualité du lait, le produit de la vente de l'animal à la fin de sa vie, et puis aussi des bilans d'alimentation, de structure et sanitaire. Et en fait, sur Effico calcule chaque jour les coûts des animaux et ses produits, et donc à la fin de la vie de l'animal, on fait le bilan de l'ensemble des jours et de l'ensemble des totals produits et charges, et ça nous donne le bilan Effico qu'on analysera ensuite dans les slides que vous présenterez à Chris. Et donc, je laisse Franck présenter la partie Inosis qu'il a traitée aussi dans notre tâche. Merci Vincent. Bonjour à toutes et tous. Donc, Franck Lavédrine de l'Institut de l'élevage. Donc, parmi mes missions à l'Institut de l'élevage, je participe au dispositif Inosis réseau d'élevage sur la filière bovin-lait. Donc, rapidement, pour ceux qui ne connaîtraient pas ce dispositif, c'est un dispositif co-animé par les chambres d'agriculture et l'Institut de l'élevage, financé par les fonds publics, le CASDAR et des financements via la CNE. Et ce dispositif suit des exploitations sur l'ensemble des filières herbivores, et notamment donc en bovin-lait, ce qui nous intéresse aujourd'hui. En bovin-lait, c'est 400 fermes qui sont suivies sur l'ensemble du territoire national, sur la plupart des bassins de production de lait. Ce sont des exploitations qui sont sélectionnées sur leurs performances techniques et économiques pour être particulièrement performants. C'est un petit peu le dessus du panier en termes de résultats. C'est ce qui est illustré sur le graphique qui est présent sur la diapo. Vous voyez la courbe bleue qui représente l'évolution sur plusieurs années du résultat courant des exploitations Inosis, en parallèle des exploitations issues du dispositif du réseau RICA, qui correspond à des remontées de comptabilité des centres de gestion pour des exploitations plus lambda.
Et on voit donc en effet que les performances économiques des exploitations INOSIS sont au-dessus. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir qu'elles reflètent quand même la vie des exploitations laitières moyennes, puisqu'elles subissent les mêmes effets de la conjoncture technique, économique, climatique chaque année, avec deux courbes que l'on peut juger très parallèles. Ces exploitations sont donc suivies par les conseillers des chambres des cultures, voire des conseillers élevage dans certains départements, sur les volets techniques, économiques. Et le but, donc, c'est de refléter les performances des exploitations sur l'ensemble de la globalité de leur système de production. Du coup, vous comprendrez que ce dispositif INOSIS n'est pas un dispositif qui creuse les aspects zootechniques et qui n'a pas de critères de longévité en tant que tel. On a donc, pour l'étude Allonge, croisé des données issues des bases de données de la BDNI et du SIG, où les collègues ont été extraire, animal par animal, l'historique des lactations sur l'ensemble de la vie des animaux connus à ce jour. Ce qu'on a fait ensuite, c'est qu'on a choisi d'élaborer un critère qui synthétiserait la longévité des animaux. Et donc, après réflexion, on a décidé d'utiliser un critère de cumul moyen des lactations, de durée cumulée des lactations, on va l'abréger en DLC. Ce critère, donc, intégrant l'ensemble des lactations des animaux. Et on a choisi non pas de caractériser la longévité des cheptels INOSIS à travers uniquement les carrières terminées, c'est-à-dire les animaux réformés l'année d'étude, en l'occurrence 2022, parce que pour certains cheptels, avec des effets date, on aurait pu avoir une poignée seulement de vaches réformées, et donc caractériser la conduite globale d'une exploitation à travers quelques réformes, ça aurait été, on pense, délicat. Donc on a préféré également agglomérer, pondérer, moyenner l'ensemble du cheptel sorti, mais également présent au 31-12 de l'année. Et donc ce critère DLC de longévité que je vous présenterai tout à l'heure a été calculé donc sur l'intégralité des vaches et va être en plus croisé ensuite avec toutes les données classiquement enregistrées par les collègues départementaux sur le suivi des fermes INOSIS. C'est donc ce qu'on regardera dans la deuxième partie du webinaire. Je passe maintenant la parole à Chris pour le premier exposé. Merci. Bonjour à tous. Donc, comme l'a présenté Vincent, on a l'objectif de cette étude, ça a été d'utiliser l'outil EFICO pour répondre à la question combien faut-il de lactation pour qu'une vache soit rentable. J'ai oublié de me présenter, donc moi c'est Chris Osé, donc je travaille au Data Lab Eliance avec Vincent. Et donc pour ça, notre objectif, ça a été déjà d'étudier l'impact de la longévité sur le bilan EFICO carrière. Donc pour ça, on a utilisé comme échantillon 291 exploitations et 9700 animaux qui étaient sortis des élevages avec un bilan EFICO. C'est des animaux qui sont issus de 14 départements qui sont les départements des partenaires du projet pour la période août 2022, juillet 2024. On avait une diversité de races avec 40% de Holstein, 30% de Montbéliarde et 18% de Normande. Une diversité de systèmes également avec des Holstein et des Normandes qui sont plutôt en plaine en lait conventionnel et les Montbéliardes qui se répartissent, qui sont globalement en montagne mais qui se répartissent entre un système herbagé en AOP comté et un système intermédiaire en lait conventionnel. Donc, le premier travail qu'on a fait, c'était déjà donc de reprendre notre effectif et de regarder à quel rang de lactation les animaux sortaient des élevages. Donc, ici, c'est le graphique que vous avez à gauche sur les trois principales races, donc Holstein, Normande et Montbéliarde. Et ce dont on se rend compte, c'est que dans les trois races, on a nos animaux qui sortent globalement sur les lactations 1, 2 et 3, et on a 45% des animaux qui sortent sur les deux premières lactations. Si on s'intéresse au graphique de droite, donc cette fois, c'est le bilan EFICO en ordonnée et les rangs de lactation en abscisse. Ce qu'on a simplement regardé, c'était si on trace le bilan EFICO en fonction du rang de lactation, quelle était la courbe qu'on obtenait. Et en fait, on peut voir que globalement, on a un bilan EFICO qui va augmenter au cours de la carrière de l'animal. Donc, on a bien un lien net entre le bilan EFICO et le rang de lactation. Et ensuite, donc, on voit globalement qu'on semble atteindre le zéro autour de la deuxième lactation
et qu'il semble y avoir un déclin en fin de vie de l'animal, mais c'est vrai qu'on a peu d'effectifs sortis dans ces âges-là, donc ça semble difficile de conclure à ce niveau-là. Si on rentre un peu plus en détail sur le bilan EFICO, même si on sait qu'il ne faut pas trop attacher d'importance aux valeurs exactes en tant que telles, mais l'idée, c'est quand même d'obtenir des grandes tendances. On a un bilan EFICO qui est en moyenne de moins 1 000 € en première lactation, qui est autour de l'équilibre en deuxième lactation, et qui ensuite va augmenter au troisième, quatrième et cinquième lactation et plus. Quand on regarde le détail, donc on voit bien que dans les frais, enfin dans les charges, on va avoir essentiellement donc les frais d'élevage génisse qui sont identiques sur toutes les lactations, les charges de structure et les charges d'alimentation qui vont augmenter au cours des lactations puisqu'on va garder l'animal de plus en plus longtemps. Et de la même façon, le produit principal, ça va être le lait, qui est ici en vert foncé, qui lui aussi va augmenter au fur et à mesure qu'on augmente le nombre de lactations. Ce qu'on voit ici, c'est que finalement, tant que le prix du lait est supérieur au coût de production, en moyenne sur l'élevage, plus la durée de vie de l'animal augmente, plus sa rentabilité individuelle augmente. On voit aussi qu'il ne semble pas intéressant économiquement de réformer les animaux en lactation 1 et en lactation 2. Ces moyennes, elles cachent quand même une variabilité individuelle et c'est ça qui fait tout l'intérêt de l'outil EFICO, c'est d'avoir vraiment cette balance charge-produit qui est spécifique à chaque animal. Et quand on rentre un petit peu dans le détail de la répartition des bilans en fonction des rangs de lactation, on voit bien qu'il y a des différences entre les animaux. Il y a des animaux, on retrouve une médiane qui est à peu près à moins 1 000 € sur la première lactation, donc c'est cohérent avec le graphique précédent. Cependant, ça s'étale entre moins 5 000 et plus 5 000 entre les individus. Et on voit qu'on a 21% d'animaux qui ont un bilan positif dès la première lactation. En deuxième lactation, on arrive à l'équilibre avec en moyenne moins 150 € et 50% des animaux qui ont un bilan positif. Et à partir de la troisième lactation, on arrive à 70% des animaux positifs. Là encore, on retrouve le fait qu'en deçà de la lactation 2, on a moins de la moitié des individus qui ont remboursé leur coût d'élevage. Ce qu'il faut bien avoir en tête ici, c'est que le 0, c'est juste remboursement des frais d'élevage. On n'a pas du tout intégré de main-d'œuvre dans nos analyses. On a ensuite essayé d'aller un petit peu plus loin en faisant le lien avec les causes de réforme, qui étaient des enquêtes qui ont été réalisées dans le cadre du projet. Et on avait 3200 animaux pour lesquels on avait à la fois un bilan EFICO-carrière et des causes de réforme. Le premier travail qu'on a fait, c'est des choses que vous avez peut-être déjà vues également, c'était de reprendre sur notre échantillon les différentes causes de réforme en fonction des rangs de lactation. Donc, on retrouve des choses que l'on connaît. Globalement, sur les 2 premières lactations, on va essentiellement avoir des réformes qui vont être liées à des problèmes de reproduction ou des manques de production. Donc, on a à peu près 50% de nos animaux qui sont réformés pour ces causes-là. Ce qui est intéressant, c'est de voir que dès la première lactation, on a déjà 13% des animaux qui sont réformés pour cause génétique. Donc, ça laisserait plutôt supposer des stratégies d'éleveurs. Et encore, dès la troisième lactation, des réformes liées à l'âge, donc des éleveurs qui estiment que dès la troisième lactation, nos animaux sont déjà vieux. Si on s'intéresse au lien entre le bilan EFICO et les causes de réforme, donc on voit qu'en moyenne, sauf cas particulier, on n'a finalement pas tellement de lien entre nos causes de réforme et nos bilans EFICO, même s'il y a des cas qui reviennent. Donc, par exemple, on a des bilans plus faibles dans le cadre de la production, parce que forcément, on a des animaux qui produisent moins alors que c'est le principal produit de l'élevage. Donc, ça veut dire qu'ils ne vont pas rentabiliser leur coût d'élevage. On a des bilans qui sont négatifs dans le cas de réforme. Il y a des problèmes métaboliques, là encore, parce qu'on a des charges qui sont plus élevées que les produits et des bilans qui sont très élevés dans le cadre des réformes liées à l'âge. Si on essaye de comprendre un petit peu pourquoi on a ces caractéristiques-là, on a fait le lien entre, on a ajouté l'information grande lactation à notre étude, puisqu'on sait qu'elle a également un fort impact sur le bilan EFICO. Là, quelles que soient nos causes de réforme, ce que vous avez en bas sur le graphique, on voit que sur les 4 premières lactations, globalement, on observe toujours un gain lié à la lactation supplémentaire. On retrouve le fait que les bilans soient plus élevés dans le cadre des réformes liées à l'âge, ce que vous avez en rouge, puisque finalement, on a des réformes qui sont plus tardives, et je vous avais dit que c'était surtout sur les 2 premières lactations qu'on avait des bilans négatifs. On a des bilans plus faibles dans le cas des réformes liées à la production, puisqu'on a beaucoup de réformes précoces.
Et en plus, on peut remarquer que pour ces animaux-là, le 0, il apparaît plutôt en lactation 3 qu'en lactation 2, ce qui est logique parce que finalement, elles vont produire moins de lait, donc elles vont rentabiliser plus tardivement leur coût d'élevage. Et à partir de la L4, donc ce qu'on peut voir sur les réformes pour cause métabolisme, locomoteur et reproduction, c'est qu'en fait, on voit qu'il y a certains animaux qui vont avoir tendance à décrocher et du coup une rentabilité qui va fortement baisser pour ces animaux-là, qui peut faire baisser la moyenne. Et ça peut être lié à l'augmentation des coûts sanitaires, l'allongement de l'intervalle vélage-vélage ou la diminution de la production. Ce qu'on a fait dans un second temps, c'est qu'on a essayé de déterminer quel était l'impact du système d'élevage sur nos résultats. Et pour ça, on a fait 2 focus. Le premier sur les élevages de plaine que je vais vous présenter tout de suite, et par la suite sur les élevages de montagne. Alors, qu'est-ce qu'on a considéré comme un élevage de plaine? Donc, c'est des animaux qui sont des animaux qui sont de race Holstein, en plaine, avec un système alimentaire plutôt maïs, en lait conventionnel et pas de robots, ce qui correspondait à 1600 animaux dans 50 élevages. Là encore, on retrouve nos réformes qui sont essentiellement réalisées sur les 3 premières lactations. Et ce qu'on a fait, c'était déjà un premier bilan de la moyenne de nos bilans effico-carrière en fonction du rang de lactation. Donc, on retrouve ce qu'on avait tout à l'heure, c'est-à-dire des animaux qui sont avec un bilan négatif en première lactation, un bilan qui atteint l'équilibre en deuxième lactation et qui va augmenter au fur et à mesure des rangs de lactation. Et on a l'impression qu'à partir de la 5e lactation, on va avoir un gain par lactation supplémentaire qui va être relativement faible. Là encore, on retrouve des chiffres que je vous ai donnés tout à l'heure, c'est-à-dire que si on s'intéresse au pourcentage d'animaux avec un bilan positif, on est à 25% en première lactation, 50% en deuxième lactation, et après on arrive à 80-90% au-delà de la troisième lactation. On a cherché ensuite à prédire le bilan effico en fonction de différentes caractéristiques. Et ce qui était intéressant de voir pour nous, c'est que finalement, on a 30% de notre bilan effico qui est lié à la durée de vie de l'animal et 17% qui est lié à l'âge au premier vélage. Ce qui est logique parce que finalement, plus l'animal va vivre longtemps, plus il va produire de lait. Et l'âge au premier vélage, ça veut dire qu'on a finalement moins de frais d'élevage de génisses. Donc, ces 2 caractéristiques-là, ils vont expliquer à eux seuls la moitié des variations du bilan effico. Alors, on a des graphiques qui ne marchent pas très bien en couleur. Ce qu'on a fait dans un second temps, c'est qu'on a essayé de prédire l'âge au premier vélage et prédire le bilan effico à partir de l'âge au premier vélage et de la durée de vie de l'animal. Et alors, normalement, en couleur, vous aviez la valeur du bilan effico. Alors, ça marchait bien hier et pas maintenant. Bon, tant pis. Ce qu'on a essayé de voir, c'était en fait à quel âge les animaux atteignaient le seuil de rentabilité. Donc, à partir de quel âge on avait un bilan effico qui était égal à 0. Ce qu'on observe, c'est que finalement, pour un vélage 24 mois, il faut atteindre 2,8 ans de l'animal. Pour un vélage 28 mois, 3,7 ans, et etc. On va décaler en fait d'1 an à chaque fois qu'on ajoute 4 mois d'élevage génisse supplémentaire. Donc, ça veut dire qu'il faut 8 mois de lactation supplémentaire pour rentabiliser 4 mois d'élevage dans le cadre de ce système. Si on s'intéresse cette fois aux élevages de montagne, on va avoir cette fois, on a focalisé sur les élevages qui étaient en AOP compté, donc de race Montbéliarde en zone de montagne avec un système herbagé et un lait valorisé en AOP. On avait 860 animaux et 40 élevages. Là encore, on a beaucoup d'animaux qui sortent en lactation 1 et après, ça se répartit entre les lactations 2, 3 et un petit peu plus... de façon plus anecdotique sur les autres lactations. Ce qu'on observe ici, c'est que déjà, ce qu'on peut remarquer, c'est que sur la première lactation, on a un bilan qui est à moins 1700, alors que tout à l'heure, il était plutôt à moins 1000. Pourquoi? Parce qu'on a des coûts d'élevage génisse qui vont être plus élevés à cause de la situation géographique et du système herbagé. Du coup, en deuxième lactation, les animaux n'ont pas encore remboursé leurs frais d'élevage et par contre, l'équilibre arrive à partir de la troisième lactation. Ici, on voit que le bilan moyen augmente aussi à chaque lactation et qu'on a un ralentissement à partir de la lactation 5, mais qui est plus lié à une très forte variation en fait, des animaux à partir de
des très fortes variations individuelles à partir de cette lactation 5. Là encore, on a cherché à prédire le bilan EFICO à partir de nos différentes caractéristiques et on se rend compte que la durée de vie de l'animal, elle explique à elle seule 53% du bilan EFICO. Et on a vérifié ici que la part plus faible qui est attribuée à l'âge au premier vélage, c'est parce qu'on a moins de variabilité sur cette caractéristique-là que dans le cadre des élevages de plaine. Là encore, on a essayé de déterminer quels étaient nos points d'équilibre, donc à quel âge on avait un bilan EFICO nul, qui commençait à devenir positif en fonction de l'âge au premier vélage. Et ici, on a une rentabilité qui est un peu plus tardive que tout à l'heure, pour les raisons que je vous ai expliquées, plus de frais d'élevage génisse. On va avoir cette fois une rentabilité qui est atteinte à 3,2 ans pour un vélage 24 mois, 4 ans pour un vélage 28 mois. Et ce qui est intéressant de voir ici, c'est que finalement, le décalage de 4 mois d'âge au premier vélage va se décaler que de 7 mois au niveau du point d'équilibre. Donc, ça veut dire que il faut 3 mois de lactation supplémentaire pour rembourser les frais d'élevage. Pour conclure sur cette partie, on voit qu'on a une rentabilité à l'animal qui est fortement liée à la longévité. Dans tous les travaux qu'on a montrés, il faut 2 ou 3 lactations pour couvrir les frais d'élevage et en moyenne, chaque lactation supplémentaire améliore le bilan économique. On voit que la rentabilité, elle est plus impactée par la parité que par la cause de réforme. Donc, on sait bien que plus le rang de lactation augmente, plus le risque qu'une difficulté impacte la rentabilité augmente. Mais cependant, quand on regarde globalement nos données, cet effet, il reste limité avant la 5e lactation. Et il faut avoir en tête donc, que le système d'élevage et le paramétrage, il impacte les résultats de l'étude. Donc là, on voit bien qu'on a une tendance identique selon nos 2 cas d'usage qui sont les élevages de plaine et les élevages de montagne, mais qu'en détail, les chiffres changent. Et c'est pour ça que dans la pratique, l'outil EFICO, aujourd'hui, il a des coûts qui sont rentrés par l'utilisateur, qui sont vraiment adaptés à chaque élevage. Et donc, la rentabilité, finalement, à l'animal, ça reste un point... une partie seulement de la rentabilité de l'élevage et elle va dépendre des choix techniques, économiques et de conduite. Merci Chris. On va faire un petit temps pour les questions, donc ce sera via le chat. Plutôt des questions d'ordre méthodo, donc Vincent et Chris pourront répondre sur ce volet-là. On pourra reprendre aussi des questions sur le fond de ce travail aussi à l'issue des 2 présentations qui vont suivre. Il y a une question là qui a été déjà posée, c'est pourquoi les charges liées à la main-d'œuvre ne sont pas prises en compte dans le bilan de rentabilité? Je ne sais pas qui répond. C'est des critères qui sont toujours assez complexes à mettre dans les analyses, pas que ce soit quelque chose d'important pour les éleveurs, c'est même le cœur de la rentabilité de l'éleveur, hein, d'avoir la main-d'œuvre. Mais voilà, dans notre étude, on avait déjà pas mal de paramétrages à discuter et à débattre, et ce paramètre-là, c'est celui qui est le plus complexe et dont la suite ça a plus de sens dans les analyses système. Donc voilà, par la suite, Franck a une analyse un peu plus système d'exploitation. Donc voilà, on ne l'a pas valorisé dans le cadre de ces études parce que c'était à notre échelle trop complexe. Ok, merci. Il y a 2 autres questions. Alors, on va répondre aux 2, mais je vais commencer par la deuxième, puisque c'est plutôt 2 questions qui se suivent et qui sont d'ordre méthodo. Alors, il y a une question sur quel était le prix du lait, et je vais étendre un peu cette question à finalement, vous l'avez un peu sous-entendu, mais il y a des hypothèses de prix, de charges, etc. Est-ce que vous pouvez, alors sans donner tous les chiffres parce qu'il y a beaucoup d'hypothèses de prise, mais nous expliquer comment vous avez procédé, d'où viennent un peu les prix du lait, par exemple, mais aussi certaines charges que vous avez pris en compte? Alors peut-être qu'on pourra repréciser le prix du lait. Moi, je ne l'ai pas là sous la main, mais peut-être que Chris pourra l'avoir. Mais la méthodologie qu'on a travaillée, c'est que avec les données de Inosis,
on a repris les différents systèmes d'élevage que Chris vous a présenté tout à l'heure. Et sur l'année 2022, on a pris les mêmes prix du lait, les mêmes charges journalières, les mêmes charges d'alimentation, et c'est comme ça qu'on a paramétré en fait les élevages qui vous sont présentés aujourd'hui. Donc on a utilisé des prix lait standards, des prix lait comptés de l'année 2022 qui étaient présents dans les fermes Inosis. En pratique, si on veut parler chiffres, on est autour de 475 € la tonne en conventionnel et 720 en comté. Et j'en profite pour répondre à une autre question que j'ai vue passer. On n'avait pas l'information sur le fait que les élevages soient en bio ou pas. Et du coup, on n'a pas pris en compte cette information, ni dans la valorisation du lait, ni dans les charges associées. Alors, toujours sur le volet méthodo, là, on va répondre, je pense qu'on pourra répondre à toutes les questions. Alors, Chris et Vincent pourront compléter via le chat. Il y a une question sur comment sont calculés le coût d'élevage des génisses, et aussi, j'en profite pour faire un petit paquet, comment les frais sanitaires sont pris en compte. Vous avez parlé de frais sanitaires à un moment donné. Sur le coût d'élevage génisse, c'est de la même façon, c'est-à-dire que Franck va nous donner des paramètres à la journée, et nous, derrière, on va appliquer en fait ces paramètres-là en fonction du nombre de jours de l'animal avant sa date de premier vélage et donc son début de lactation. Donc, c'est comme ça qu'on va le calculer. Et pour les charges sanitaires, en fait, ici, on va uniquement inclure les coûts de traitement parce que, en fait, les pertes de production, elles vont être incluses dans la partie perte de lait. Parce qu'en fait, le lait, on va pas le compter s'il est jeté. D'accord. On va prendre une série de dernières questions et puis vous pourrez répondre par le chat, et celles auxquelles on n'a pas répondu, n'hésitez pas à les reposer à la fin. C'est juste pour qu'on ait un peu la vision complète, qu'on prendra plus de temps à l'issue des deux autres présentations. Mais deux questions que je vais regrouper. En fait, là, Chris, tu as parlé beaucoup de rang de lactation. Il y a des commentaires sur, ben oui, mais des lactations parfois durent plus ou moins longtemps. On a aussi parfois des lactations longues qui permettent de réduire les durées improductives, en tout cas les durées d'amortir davantage les périodes de tarissement. Donc, comment ça peut être pris ou non pris en compte? Et puis, c'est pas tout à fait dans la même veine, mais finalement, pareil, tu parles de rang de lactation, mais la notion de productivité par lactation ne ressort pas. Ça étonne certains. Est-ce que tu peux répondre ou commenter ces deux points, s'il te plaît? Sur la partie durée de lactation et lactation longue, c'est beaucoup posé la question de savoir quel indicateur il fallait prendre entre les rangs de lactation et la durée de vie de l'animal. Et en fait, les deux ont des avantages et des inconvénients parce que finalement, on va avoir sur l'âge à l'animal, effectivement, on va pouvoir prendre en compte les lactations longues, mais on peut aussi pas vraiment faire la différence entre des animaux qu'on veut les jeunes et des animaux qu'on veut les plus tardivement. Donc, c'est difficile d'avoir vraiment une réponse là en pratique sur quel indicateur on prend en compte. Par contre, on peut voir, nous, de toute façon, à notre échelle, plus la lactation va être longue, plus on va la considérer comme étant, comme ayant des productions qui vont arriver chaque jour et donc qui vont être inclus dans la somme. Et de la même façon, au niveau des frais d'élevage, on va aussi prendre en compte le fait qu'une vache qui est en lactation, elle n'a pas la même alimentation qu'une vache qui est tarie. Et du coup, on va avoir aussi cet effet-là qui va être corrigé. Mais effectivement, après, là, on est obligé de raisonner à l'échelle globale. Mais après, dans l'absolu, il faudrait refaire le travail pour chaque élevage avec ses propres paramètres à lui pour avoir les informations exactes. Et une autre question, j'ai oublié, désolé. Oui, c'était sur la productivité. En fait, la question, pourquoi, tu as parlé beaucoup durant la lactation, le fait de gagner une lactation. Je pense qu'elle n'explique pas beaucoup parce que finalement, nos animaux sont réformés assez jeunes et du coup, les différences, bien sûr, elles sont marquées, mais elles ne sont pas si marquées que ça.
Après, ça explique quand même 7 ou 10% du bilan, hein, donc c'est pas négligeable. Mais ce qui est sûr, c'est que vu que l'objectif premier, là, ça va être de rentabiliser les coûts d'élevage, finalement, ça va être surtout la durée de vie et le nombre de jours où elle a produit qui vont faire la différence, parce qu'en fait, tout est lié, le lait. Parce que si je n'avais pas mis la durée de vie, le lait sortirait beaucoup plus, en fait. Là encore, les variables sont corrélées, donc c'est plutôt la durée de vie qui ressort plus que l'âge à l'animal. D'accord. Je propose qu'on clôture un peu cette première séquence de questions. Si vous voulez bien peut-être répondre directement dans le chat pour certaines d'entre elles, et puis on pourra aussi en reprendre tout à l'heure à l'issue de la présentation qui suit. Franck, on te laisse prendre la suite. Oui. Donc, deuxième exposé de ce webinaire. On va donc maintenant se placer à l'échelle de l'élevage à travers l'analyse de la base Inosis. Donc, comme je vous l'ai dit, on a croisé ce critère de longévité. Vous vous rappelez que je vous ai dit tout à l'heure cette DLC, cette durée de lactation cumulée, où on a moyenné les données de l'ensemble des animaux présents et sortis. Et ce qui va nous donner un baromètre de longévité, un indicateur de longévité par élevage, et on va croiser avec les performances économiques enregistrées dans la base Inosis. On va regarder donc les écarts de longévité qu'on peut observer parmi ces élevages dits de référence. Je vous dis en introduction présentant Inosis que c'était des élevages qui avaient été sélectionnés sur leur performance économique. Donc, on va regarder si au sein de cette base de données, on a une homogénéité ou des dispersions. On va bien entendu, puisque c'est le titre du webinaire, regarder l'impact économique, regarder le lien avec les systèmes de production, puisque c'est vraiment la base, le fondement d'Inosis, c'est de s'attacher au système de production, c'est de regarder donc le lien qu'on peut observer ou pas avec la longévité. Et puis, comme on a des données sur quelques années, de 2019 à 2022, je vous proposerai en dernière partie de regarder quelle évolution sur ce petit laps de temps on peut observer sur les élevages d'Inosis qui sont présents sur la base de données. Une base de données qui est assez riche, même si sur 400 exploitations Inosis, en croisant deux sources de données, Inosis et les données des lactations cumulées issues de la BDNI, on a un petit peu de perte en charge pour des problèmes d'historique d'animaux, d'historique aussi de numéro de cheptel. La base, c'est un petit peu effritée. C'est 248 exploitations qui seront analysées dans cette présentation. Mais 248 exploitations qui reflètent, qui couvrent une belle diversité de la filière. 54 départements sont couverts, 52 exploitations sont en bio et 92 en montagne. Et parmi les exploitations de plaine, on a des exploitations spécialisées et diversifiées. Donc, c'est une base qui est riche, mais cette richesse aussi peut un petit peu embêter des fois pour analyser un critère, zoomer sur le critère longévité, puisque toute chose n'est pas égale par ailleurs. Tout d'abord, donc, la dispersion. Sur cette première diapo, j'ai donc trié les exploitations de manière très basique. J'ai regardé donc le critère de longévité que je vous ai dit, la durée de lactation cumulée, la DLC, et j'ai trié les exploitations du CARSUP, qui avait la longévité la plus élevée, 62 exploitations, comparé aux 62 qui ont les longévités les plus faibles. Et on voit tout de suite la réponse, c'est qu'au sein du dispositif Inosis, malgré que toutes les exploitations sont censées être performantes et cohérentes, on voit qu'on a des longévités très écartées, 300 jours d'écart en moyenne troupeau entre ces exploitations Inosis, et on voit que les longévités élevées semblent s'accompagner d'une certaine productivité plus faible, mais on verra que il n'y a pas d'analyse statistique dans ce que je vous présente, c'est très descriptif, mais on verra qu'en regardant un petit peu la dispersion, la relation n'est pas si forte que ça, mais en tout cas, voilà, en moyenne, on a moins de lait par vache. C'est des troupeaux qui semblent un petit peu plus petits, là aussi on verra dans une analyse suivante que la relation avec la taille de troupeau n'est pas si nette. Par contre, ce qu'on voit, c'est qu'on a des systèmes globalement qui sont moins productifs, moins intensifs. Un chargement plus faible, une quantité de fourrage distribué plus réduite, donc une part de pâturage plus importante, une utilisation du concentré beaucoup plus réduite,
et une part de culture fourragère, c'est-à-dire d'ensilage maïs essentiellement, beaucoup plus réduite, 13% seulement, contre 31% pour l'échantillon à longévité réduite. Donc, il semble y avoir un lien sur cette première analyse entre longévité et système de production, mais il faut relativiser. Quand on regarde, on analyse l'échantillon, la nature des échantillons, je vous ai représenté sur ce petit graphique, en bleu les systèmes conventionnels, en vert les systèmes bio, et en foncé les systèmes de montagne, et en plus clair les systèmes de plaine. On voit que dans le quart sup sur la longévité, on a des exploitations qui sont en proportion, il y a beaucoup plus d'exploitations en bio en proportion, et il y a beaucoup moins d'exploitations en plaine qu'en montagne par rapport au quart inférieur. Donc on a une caractéristique bioconventionnelle et une caractéristique géographique qui pèse sur la nature des échantillons et qui se reflète également quelque part sur les races, puisque dans le quart sup à longévité élevée, on a une proportion beaucoup plus importante de races mixtes, mais il y a sans doute l'aspect montagne qui engendre, qui entraîne naturellement plus de races qui sont propres à ces zones, Montbéliard, Simmental, un petit peu d'abondance, Tarentaise, ainsi de suite. Donc en fait, géographie et race vont sans doute un petit peu de pair, mais en tout cas, voilà, ces différences d'échantillons vont devoir être prises en compte dans les analyses qui suivront. Je vous parlais tout à l'heure que le lien n'était pas si fort que ça au niveau de entre productivité et longévité. C'est ce que je vous représente sur ce graphique, où donc là j'ai zoomé sur les exploitations uniquement de plaine, et je vous ai représenté les exploitations, chaque exploitation c'est un point, et je vous ai représenté en fonction en abscisse de la productivité laitière en lait par vache, et la fameuse longévité, la DLC, en ordonnée. Et on voit qu'il y a une forte dispersion. En statistique, on parle de patatoïdes. Il n'y a pas une corrélation très forte. J'ai eu la maladresse de vous afficher le R2 qui est ridicule. Donc, il n'y a pas une corrélation très forte. On peut, en y mettant les yeux de la foi, avoir une certaine tendance où on va avoir une corrélation négative. Quand on fait plus de lait, on semble avoir des longévités un petit peu plus réduites. Et j'ai forcé le trait en entourant deux échantillons bien particuliers. Les exploitations bio en vert qui sont caractérisées souvent par des productivités plus modestes. On voit qu'on est entre 5000 et 8000 litres de lait par vache. Et on a là les durées de lactation cumulées les plus importantes, autour de 1000 jours. Alors que quand on est dans une autre type d'exploitation, les systèmes avec robots de traite, qui est une tendance de développement d'équipement des exploitations laitières en France, et ce sont souvent des systèmes qui sont à la recherche de lait par vache, et ben on voit qu'en effet, ces systèmes robots sont sur des productivités plus élevées et ont du mal à avoir des longévités très élevées. Voilà. Une fois qu'on a regardé cette dispersion globalement, on va zoomer maintenant sur les exploitations conventionnelles, puisqu'on a vu que l'aspect bio, non bio pesait, et on zoome également sur l'aspect plaine pour un échantillon plus réduit en termes de contraintes autour du fonctionnement et des résultats économiques. J'ai fait donc à nouveau un tri très basique sur la longévité, où j'ai trié cette fois-ci le tiers sup, le tiers 1, je suis passé du quart au tiers pour garder un petit peu plus d'effectifs, et comparé 40 exploitations à longévité élevée par rapport aux 40 qui ont les longévités plus faibles. On a, même en changeant d'effectif et en allant sur un échantillon plus réduit, toujours un écart très conséquent de 275 jours d'écart de longévité entre ces deux échantillons. On a toujours, même si je vous l'ai montré sur le nuage de points, un lien ténu, mais on a un petit lien avec la productivité puisque les longévités élevées s'accompagnent de lait par vache moindre, 500 litres de lait produit en moins. Par contre, vous voyez, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, pas de lien avec la taille de troupeau dans cette analyse. On a des troupeaux très équivalents, une centaine de vaches dans les deux échantillons en moyenne, de vaches en production, donc il n'y a pas d'effet troupeau. Mais on retrouve toujours ce lien avec la conduite globale du système fourrager, du système animal, avec des systèmes à longévité élevée qui sont moins chargés, moins productifs, moins intensifs pour utiliser un gros mot, puisqu'on a un chargement plus faible. On a une utilisation de concentré beaucoup moins importante, 188 grammes contre 240 grammes de concentré au litre, et on utilise 10% de maïs en moins dans le système fourrager. Et toujours cette présence de races mixtes un peu plus importante. Maintenant,
Qu'en est-il au niveau économique, puisque c'est quand même l'objectif de cet exposé, c'est de regarder un petit peu lien longévité-économie. Ben on voit qu'il y a une certaine efficacité qui accompagne, une certaine efficacité économique qui accompagne les longévités élevées. Efficacité économique que je vous présente à travers la marge brute en euros pour millilitre. On a une vingtaine d'euros supplémentaires par rapport aux exploitations à longévité faible. On a un EBE sur produit, alors 2%, c'est pas rien, il n'y a pas d'analyse statistique, mais 2% d'EBE sur produits supplémentaires, c'est quand même quelque chose de notable. Donc une efficacité de l'atelier lait, là c'est l'EBE uniquement de l'atelier lait qui est représenté ici, qui est supérieure. Et ça se fait notamment grâce à une maîtrise du coût du système alimentaire. À noter que les exploitations à longévité faible se rattrapent parce qu'ils ont une productivité supérieure à la vache et une productivité supérieure du système ramené à l'unité de main-d'œuvre, ce qui leur permet de diluer d'autres charges et de conduire à des prix de revient et à des coûts de production très proches. Par contre, ce qui est à noter, c'est que l'échantillon, le groupe d'exploitation à longévité faible, a entre guillemets la faiblesse d'avoir une productivité laitière à la vache un peu moindre. Il n'empêche que grâce à la maîtrise économique des charges, eh ben, la marge brute au millilitre étant supérieure, la marge à la vache est très parallèle malgré cette moindre productivité laitière à l'animal. Donc on voit un lien pas très fort, mais ténu, mais réel entre longévité et résultats et performance économique et efficacité qui semblent s'observer sur ce tableau-là. Comment se fait cette longévité, ou si on veut creuser un petit peu la longévité de ces cheptels sur d'autres critères que cette DLC qui peut peut-être apparaître un petit peu plus abstraite. Ben, bien entendu, une longévité élevée, ça se fait avec un taux de renouvellement plus faible, 5% de taux de renouvellement en moins, c'est ce que vous avez sur la première ligne. Vous avez des vaches réformées plus vieilles, 6,4 années contre un peu plus de 5 ans pour les autres. Pas de différence sur l'âge au vélage. Dans d'autres analyses, on a pu montrer que les longévités et l'âge au vélage étaient des fois contradictoires. Là, c'est exactement les mêmes âges au vélage, 29 mois. Et bien entendu, on retrouve des choses qui sont cohérentes. Qui dit longévité supérieure, dit nombre de lactations pour les vaches réformées supérieure. Une lactation en plus, c'est normal puisqu'on les réforme plus vieilles. Mais également, les vaches présentes dans le cheptel en cours sont également, on a des cheptels qui sont également plus vieux, plus avancés en nombre de lactations en moyenne par rapport aux autres troupeaux. À noter, par rapport à la question qu'il y avait dans le chat tout à l'heure pour mes collègues, les durées de lactation semblent et participent également à cette durée de lactation cumulée plus importante, puisque le critère choisi de longévité, durée de lactation cumulée, c'est un nombre de jours, c'est pas un nombre de lactation. Et donc c'est vrai que ça participe à cette DLC supérieure. Il y a un nombre de lactations supérieures, mais il y a aussi des lactations qui en moyenne sont un peu plus longues. Alors ça peut être traduit comme un point fort ou un point faible. Est-ce que c'est des problèmes repro? Est-ce que c'est des lactations à problème, ainsi de suite? Ou est-ce que c'est des éleveurs qui sont moins stricts sur la mise à la repro ou qui tolèrent plus des retours et gardent plus longtemps leurs vaches, alors que les autres éleveurs à longévité plus réduite, face à des soucis repro, vont être réformés plus vite. En tout cas, derrière ces questions, on peut voir que ces lactations un peu plus longues, multipliées par plus de lactations, concourent, participent à cette DLC moyenne plus importante. Dernier point, positif aussi en faveur de la longévité élevée, c'est qu'on a beau avoir moins de lait par vache en moyenne dans les exploitations à longévité élevée, cette longévité élevée et donc ce ratio de période productive sur période improductive plus important fait qu'on a ce fameux critère lait par jour de vie qui vous est proposé souvent sur les bilans de campagne des conseils élevage, ce critère lait par jour de vie qui est un critère très synthétique et qui permet de voir un petit peu la rentabilité, l'efficacité des vaches à travers leur production et leur durée de vie, et ben on voit que la productivité moindre est rattrapée largement par ce ratio de période de production plus importante. Et on a donc 0,7 litres de lait en plus par jour de vie supplémentaire pour les troupeaux qui font plus vieillir leurs vaches. Troisième partie, l'effet système. Je vous ai dit que dans Inosis, on creuse beaucoup les aspects système de production. Il était intéressant de voir si entre longévité et système de production, il pouvait y avoir un certain lien. Sur cette diapo, cette première diapo,
j'ai fait un tri simple des exploitations sur les grandes familles typologiques Inosis qui sont basées sur la dichotomie plaine-montagne, sur la notion d'exploitation spécialisée ou diversifiée, et puis sur la composition du système fourrager à travers la part de maïs. Ce qu'on voit, c'est une homogénéité des gradients, des évolutions, que ce soit en montagne, quand on passe des systèmes intégrant un peu de maïs au système 100% herbagé, on a une amélioration de la longévité. En plaine, dans les systèmes spécialisés, quand on passe des systèmes très maïs au système intermédiaire, puis au système très peu maïs à moins de 10%, là aussi, on voit un gradient très régulier, une centaine de jours. On passe de 800 jours de longévité à 900, puis à près de 1000 jours de longévité pour les systèmes les plus herbagés. Donc, là aussi, ça accompagne, ça rejoint le discours de tout à l'heure. Il semble y avoir un lien entre système plus ou moins intensif et longévité. Une petite remarque pour les systèmes diversifiés intermédiaires où là, j'ai pas de gradient d'intensification, uniquement des familles d'exploitation diversifiées, soit en lait plus culture, soit en lait plus viande, soit en lait plus viande plus culture. Dans ces trois familles, on observe des longévités plus réduites, assez réduites, avec plein d'interrogations. Est-ce que la diversification des activités fait qu'il y a moins de maîtrise technique sur l'atelier lait? Est-ce que la diversification des activités fait qu'on a moins de temps à consacrer au troupeau et moins de suivi rigoureux et des priorités à faire et peut-être de la simplification dans la gestion du troupeau et moins de recherche d'optimisation de la longévité? Voilà, c'est des interrogations, mais c'était, il me semble, intéressant de le noter. Ensuite, sur cette slide, je vous ai proposé d'aller un petit peu plus loin dans le tri des systèmes de production en faisant un petit tri statistique, en faisant une classification ascendante hiérarchique, en triant les systèmes, en essayant de trier sur un niveau d'intensification. Et pour ce faire, j'ai choisi 4 critères, animal et végétal, à travers le lait par vache, les grammes de concentré pour produire un litre de lait, la quantité de fourrage distribué, donc son pendant, la part de pâturage dans l'alimentation, et enfin la part de maïs dans le système fourrager. Et en intégrant ces 4 critères comme clé de tri, eh ben, ça m'a permis, et en mettant les bio à part, puisqu'ils sont très caractéristiques, très, très différents, et je les ai mis à part, en système de plaine, on obtient 4 classes, donc les bio que j'avais mis à part, puis des systèmes qui vont des plus extensifs aux plus intensifs, avec une classe intermédiaire, et chaque fois, voilà, une trentaine d'exploitations dans chaque classe. On voit donc qu'on a des systèmes qui passent de 6000 à 9000 litres de lait, de 140 grammes à 250 grammes de concentré, de 3 tonnes de fourrage, donc 2 tonnes 5 de pâturage à 4 tonnes 4 de fourrage distribué, donc une petite tonne de pâturage seulement, et enfin de seulement 8% de maïs à près de 46% de maïs dans le système fourrager. Donc des gradients très importants d'intensification végétale et animale. Et on voit la même tendance que tout à l'heure, c'est que plus on va vers des systèmes qui vont être moins intensifs, plus on va avoir une longévité qui va s'améliorer, qui va être plus élevée en tout cas. On va passer de 800 à 830, à 850, à 970 jours de cumul de lactation moyen par vache. En montagne, ce tri n'offrait que 2 classes en plus des bio. On voit un petit gradient, mais beaucoup plus ténu, beaucoup moins important. Vous voyez, seulement une dizaine de jours d'écart, mais ça va dans le même sens. Donc, avec cette diapo, on peut quelque part affirmer ou avoir le sentiment quand même qu'entre conduite productive et longévité, il y a un certain antagonisme que l'on peut observer. Dernière approche système. Ces fameux systèmes robots qui se développent dans la filière lait au niveau national et qui sont souvent caractéristiques de systèmes qui vont vers plus de productivité. Et donc, pour essayer de faire au maximum toutes choses égales par ailleurs, au sein d'une même classe typologique d'intensification, j'ai été regarder les systèmes robots, comment ils se situaient par rapport à leurs homologues non robotisés au niveau de la traite. Et on voit que ce soit pour les systèmes les plus intensifs ou les systèmes intermédiaires, et ben on voit que les systèmes robots recherchent toujours et obtiennent plus de lait par vache avec plus de concentré, mais ont également des longévités plus réduites que leurs homologues à même classe d'intensification. Alors, plein de questions. Est-ce que la recherche encore plus importante de lait par vache fatigue les vaches qui vont moins vieillir? Est-ce que la robotisation entraîne de la réforme plus précoce de la sélection? Un petit doute aussi parce qu'on sait qu'aujourd'hui, la technologie s'est améliorée et qu'il y a de moins en moins besoin de réformer lorsqu'on met en place un robot de traite.
ou plus simplement et sans doute plus sûrement, une recherche de productivité qui s'accompagne d'une sélection plus rigoureuse, plus précise, plus aiguë des vaches et donc des longévités, des réformes accentuées. L'économique, dans tout ça, il faut un petit peu y revenir. Donc, comme on voit que le niveau d'intensification joue de manière assez importante, eh ben, je me suis donc réduit, cantonné pour une même classe d'intensification à faire un tri sur l'économique. J'ai fait le chemin inverse. J'ai été regarder la performance économique et regarder si cette performance économique avait un lien avec la longévité. Donc, je vous ai affiché sur ce diapo les deux classes les plus intensives, les plaines intensifs et les plaines intermédiaires, et j'ai trié donc le tiers sup au niveau, j'ai choisi ici le prix de revient, qui est un indicateur très intéressant, très synthétique, puisqu'il prend en compte toute la maîtrise des coûts, les autres produits, mais il n'est pas faussé par le prix réellement payé et des aspects laiterie qui payent plus ou moins, ou des aspects AOP qui amènent des plus-values. Ça permet d'enlever ces contraintes. On voit donc des grosses différences de prix de revient, normal, c'est ma clé de tri. Hein. Que ce soit en intensif, on est à 338 € seulement de prix de revient pour les plus performants compte 457, 344 dans les intermédiaires compte 478. Ce prix de revient, je ne vais pas vous faire une leçon dessus, c'est pas l'objectif et vous connaissez sûrement le principe, mais en tout cas, eh ben, il est dû à quoi? À un coût de production bien maîtrisé, grâce notamment à une maîtrise des concentrés et à une part de pâturage beaucoup plus conséquente. On sait que c'est un levier de performance technico-économique. Et derrière ces coûts de production et ces prix de revient bien mieux maîtrisés, ce qui est intéressant de constater, c'est que pour ces deux classes, eh ben, cette performance économique, cette cohérence de système va également avec des longévités accentuées qui participent à la cohérence et à la performance technico-économique de ces systèmes-là. Donc, il semble bien là aussi y avoir un certain lien entre longévité et performance économique quand on se situe dans une même classe de productivité. Maintenant, dernière partie, l'évolution de la longévité. On a des données sur 2019 à 2022. J'ai donc regardé entre ces deux années comment avait évolué pour les exploitations Inosis présentes sur ces deux années-là la longévité moyenne de leur troupeau. J'ai tracé la bissectrice et j'ai mis en abscisse donc la longévité en 2019, en ordonnée la longévité en 2022. On voit donc qu'on a toujours un certain patatoïde, mais une dispersion des exploitations qui se répartissent de part et d'autre de la bissectrice. Donc, ça veut dire qu'il y en a qui ont baissé et d'autres qui ont amélioré leur longévité. On voit quand même qu'il y a plus de points au-dessus de la bissectrice. Donc, heureuse surprise, en tout cas pour moi, je ne m'y attendais pas à ce que la longévité s'est améliorée en moyenne, 33 jours en moyenne, plus d'exploitations qui ont amélioré leur longévité et de manière plus conséquente. On va voir tout à l'heure. Les améliorations étaient plus importantes que les dégradations. L'aspect système, toujours important, intéressant de regarder. J'ai trié les exploitations sur leur longévité en prenant le tiers sup, 60 exploitations qui avaient allongé le plus leur longévité, par rapport au tiers 1, 60 exploitations qui l'avaient le plus limité, voire réduit. Et bien, ces 60 exploitations, de part et d'autre, se répartissent dans l'ensemble des systèmes que je vous ai déjà décrits, plus ou moins intensifs en plaine, en montagne. Mais on voit pas vraiment de tendance. Hein. Il y a autant d'exploitations qui améliorent ou dégradent leur longévité, quel que soit le système. Allez, pour forcer le trait, je vous ai entouré deux petites cases où on voit que peut-être en plaine, en bio, il y a un peu plus d'exploitations qui améliorent la longévité, alors que des exploitations intensives, il y en a un petit peu plus qui la diminue, mais il en existe quand même qui l'améliore. Donc, pas d'effet réel système, c'est une bonne surprise, quel que soit son système, on peut améliorer sa longévité, des exploitations l'ont fait. Maintenant, quand on regarde plus en détail ces deux classes d'exploitation extrêmes, celles qui l'ont allongé, 60 exploitations, contre celles qui l'ont diminué, également 60 exploitations, et ben on a des longévités au final qui évoluent de manière très importante, 150 jours de plus de longévité pour ces exploitations, quand dans le même temps, sur la même période, les autres l'ont réduit de 90 jours. Ce qui conduit à des longévités de seulement 800 jours contre 950 jours pour celles qui ont le plus amélioré. Pas de lien avec la productivité. Tout le monde a augmenté d'un peu plus de 100 litres de lait par vache la productivité. Tout au plus, on peut voir un certain lien, toujours cette même notion de recherche de productivité avec des dépenses en concentré plus importantes pour ceux qui, du coup, ont moins regardé la longévité, alors que les autres l'ont fait de manière beaucoup plus économe. Au niveau économie, justement,
pas de différence notable. Je vous ai laissé à l'écran coût de production et prix de revient qui sont très comparables, qui évoluent tous fortement sur ces deux classes. Il faut se rappeler qu'on est sur une évolution 2019-2022. C'est une période où la conjoncture économique a été particulièrement chahutée, avec des augmentations de prix des intrants, mais également de prix du lait, très importantes. Donc, augmentation de prix des intrants, augmentation des coûts de production, augmentation du prix du lait, recherche de productivité, d'augmentation des volumes, qui a pu venir interférer et noyer un petit peu l'effet longévité. C'est comme ça que j'explique les chiffres très proches. Et ces longévités qui ont fortement bougé, elles l'ont fait comment? De manière très logique. Déjà, à la réforme repoussée pour certains, alors qu'ils ont été raccourcis pour les autres. Des taux de renouvellement maîtrisés chez tout le monde, mais encore plus chez ceux qui ont amélioré leur longévité. Ils ont moins renouvelé, gardé plus les vaches. Et puis, une demi-lactation en moyenne, que ce soit en plus par vache présente ou vache sortie, par rapport à leurs homologues qui ont moins regardé la longévité, moins travaillé ce critère-là. En conclusion, on voit donc des écarts très importants sur l'analyse de cette base Inosis sur la seule longévité. On voit qu'elle semble corrélée avec le niveau d'intensification, sans doute plus à relier avec la recherche de sélection de performance qui fait réformer peut-être plus tôt, trop tôt, plus vite, trop vite les vaches, plutôt que sur le fait de fatiguer les vaches comme certains pourraient le penser. Par contre, la longévité semble bien confirmée comme un critère d'efficacité économique. Le lien apparaît plus ténu que dans l'analyse IFICO, mais il est là. La longévité participe à l'efficacité économique de l'activité de l'atelier lait, mais il n'y a pas que ça. C'est pour ça que le lien économique est modéré, parce que les performances économiques d'une exploitation laitière dépendent de plein de choses, la maîtrise des investissements, la maîtrise des charges, le système fourrager, la conjoncture, des épisodes sanitaires, ainsi de suite, et que la longévité ne peut être qu'un facteur, qu'un levier parmi plein d'autres. Et le dernier point, c'est que la bonne nouvelle, c'est que cette longévité semble pouvoir bouger vite, assez vite et de manière conséquente. On l'a vu dans la dernière partie de l'exposé. Et avant de passer la parole à Vincent pour conclure, s'ouvrir un petit peu. Il n'y a pas que l'économique dans la vie. Il faut penser à la planète. Et donc, sur cette dernière partie, depuis cette analyse économique que j'avais faite, on a dans Inosis calculé, grâce à nos collègues du service environnement, l'impact environnemental des exploitations via l'outil Cap2ER niveau 1. On a basculé les données dans l'outil pour calculer l'empreinte carbone. Et il était intéressant, il me semble, de regarder un petit peu le lien entre longévité et empreinte environnementale. Et donc, en triant les exploitations qui avaient donc des résultats Cap2ER sur cette année 2022-2023, 40 exploitations à longévité élevée, donc à 1000 jours, contre 40 à longévité plus faible, toujours le même tri basique. Et quand on regarde les résultats synthétiques d'empreinte carbone, les émissions en équivalent CO2, les émissions brutes par vache, sont plus réduites dans les troupeaux à longévité élevée, 7200 kg équivalent CO2 contre 8200. L'empreinte carbone nette, quand on vient déduire le stockage carbone, est toujours à la faveur des longévités élevées, 6400 kg contre 7500. Et ce qui est intéressant, c'est quelle que soit l'unité, il semblait intéressant de présenter des chiffres à la vache puisqu'on parle de longévité des animaux, mais il faut regarder l'unité. On sait qu'en fonction des unités, on peut dire certaines choses ou pas d'autres. Et là, quelle que soit l'unité, que ce soit l'animal, que ce soit l'hectare, que ce soit même au litre de lait, alors que je vous rappelle que c'est pas le point fort des longévités élevées que d'avoir une forte productivité, il pourrait être défavorisé sur ce critère-là. Sur l'ensemble des critères, les exploitations à longévité élevée présentent des empreintes carbone brutes ou nettes plus favorables. Donc, c'est pas le seul facteur, il y a plein d'autres choses qui participent, et notamment le fait que les systèmes à longévité élevée sont des systèmes souvent plus herbagés, plus pâturants, moins consommateurs d'intrants. Donc, c'est ce qui explique toute cette partie d'empreinte carbone plus réduite. Mais en tout cas, on peut dire que la longévité participe à la maîtrise de l'empreinte carbone de ces systèmes laitiers. Merci de votre attention, et avant les questions, Vincent va conclure nos exposés. Merci Franck. Effectivement, c'est à moi que mes collègues ont donné la tâche, douloureuse tâche de conclure nos deux interventions. Alors, en conclusion, sur nos deux interventions, déjà, vous avez pu voir deux approches
relativement différentes, mais qui se complètent. Sur Efico, plus une approche à l'animal, et sur Inosis, plus sur un côté globalité système, contexte d'élevage. Les limites qu'on a, nous, sur Efico, c'est principalement lié au paramétrage, parce qu'il fait varier les résultats, et qu'on en a discuté tout à l'heure, qu'à ce stade, on n'a pas pris en compte la main-d'œuvre. Et les difficultés de l'approche Inosis, c'est que on arrive à dégager des éléments, mais qui sont pris dans l'ensemble des éléments du système, donc on a des difficultés à identifier l'impact strict de la longévité. Et on a une autre limite sur l'étude qu'on a menée, c'est que le paramétrage et les travaux, ils ont été menés avec des chiffres de 2022, mais j'y reviens juste après dans la deuxième diapo de conclusion. Donc à l'échelle individuelle, on observe que on a du mal à rembourser les frais d'élevage avant la lactation 2. Au niveau global, il nous faut 4 ou 5 lactations pour s'assurer une marge suffisante. Et globalement, on dit attention quand même à la lactation de trop, parce qu'on observe des petites baisses à partir de la 5e lactation. Disons, pour être complet sur le sujet, c'est qu'à partir de la 5e lactation, on a plus de risques d'avoir des incidents d'élevage et donc un bilan économique qui baisse légèrement. À l'échelle du troupeau, on observe quand même que la longévité est un critère économique favorable. Et puis, les exploitations qui ont une longévité plus réduite compensent par une forte productivité, donc c'est ce que disait Franck tout à l'heure, à l'animal et à la main-d'œuvre. Et donc, il faut faire attention entre l'équilibre entre l'intensification et la longévité. Globalement, les travaux que nous avons menés confirment l'intérêt économique de la longévité, qu'on ait une approche à l'échelle de l'animal ou qu'on ait une approche à l'échelle du système. Et j'ai vu certaines questions dans le chat qui posaient la question notamment du prix de la viande. On a refait les calculs avec notamment sur Efico, avec des données récentes de 2025. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on a vu effectivement des produits laits qui ont augmenté, mais aussi une augmentation des charges dans ces périodes-là. Et que, quoi qu'il arrive, il faut quand même toujours amortir le coût d'élevage de la génisse, quand bien même les prix de la viande sont assez élevés. Ce qui va aussi être quelque chose d'important dans ces périodes, ça va être l'impact des événements épidémiologiques qui touchent la France sur la conduite des élevages, qui ici, du coup, ne sont pas du tout pris en compte, mais qui vont certainement avoir un impact sur la longévité et donc sur la rentabilité. Et puis, Franck l'a dit à la toute fin de sa présentation, au-delà des aspects purement économiques, la longévité, elle a un impact sur l'impact carbone des élevages et donc sur l'environnement. Je vous propose qu'on s'en tienne là pour ce matin. Vous étiez un peu plus d'une centaine en webinaire avec nous ce matin. Donc, merci pour votre participation, votre attention. On mettra en ligne le replay là, sur le site qui s'affiche à l'écran. Et en tout cas, merci pour les questions et l'intérêt que vous avez porté à ce webinaire ainsi qu'au précédent. Bon appétit à tout le monde. Merci.